Comment ça va, Julien? Mais ça va très très bien et toi? Impec. On peut être que bien là. Oui, ça va. 8 heures du mat, petit vent. Julien, pour Trace ta route et t'expliquer, et pour les personnes qui écoutent ce qu'est Trace ta route, je trace ma propre route. J'aspire vraiment à ce que mon parcours entrepreneurial et de voyageur puisse inspirer et donner le déclic aux personnes à réaliser leurs rêves, tu vois. Et il y a une phrase qui j'ai connue il y a 5 ans, justement. C'était à la même période. Cette phrase, c'est: dire ça fait rire et faire ça fait taire. Et en fait, Monsieur Anicette. exactement. Et donc ça, en fait, c'est une phrase qui me colle vraiment. C'est qu'en gros, t'as beau dire tout ce que tu veux, quand tu le fais, plus personne peut rien dire. Et en même temps, quand tu fais, tes actes, je pense, ont plus d'impact que de dire à la personne: tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. T'en penses quoi, ça? J'en pense que c'est c'est pas pour rien que mon livre s'appelle Silence ça kiffe, parce que c'est une des règles, mais nous on le dit autrement, on dit laisse tes résultats faire le bruit. Mais oui, je pense que surtout dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui parlent et moins, je vais pas dire moins qui agissent, mais ça manque un peu de congruence des fois. Donc oui, non, c'est une règle que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, en me présentant, tu disais, oh, tiens, il va vous dire si tu prends le bon chemin ou le mauvais chemin. En fait, j'ai pas forcément cette prétention-là parce que j'en sais rien, ce qu'est le bon chemin ou le mauvais chemin. Je vais plutôt regarder, toi, l'énergie de la personne. Est-ce qu'elle est voilà, Mhm. dans cette congruence de kiff, d'amusement, de se faire plaisir. Mais après, ouais, je sais pas si c'est le bon chemin ou le mauvais chemin pour elle, j'en sais rien. Trop cool. Allez, on commence dans le vif du sujet. T'es prêt? Yallah. Allez. Si tu pouvais te présenter comme un moyen de transport, ce serait lequel et pourquoi? Ah, c'est dur. Ah, un buggy, quoi. Un buggy. Et pourquoi? Parce que c'est fun, c'est complètement fou. Quand tu regardes comme ça, tu vois le côté, ah mais c'est pas pratique. Tu vois, quand j'ai dit à ma femme, tiens, faut trop qu'on achète un buggy ici, elle m'a dit mais c'est pas pratique, on va être mouillé et tout. Bah ouais, mais c'est trop drôle. Et moi, mes meilleurs souvenirs, c'est en buggy. Par exemple, quand on était, tu sais, on prend un hôtel, je sais pas, 4 étoiles, quand on veut se faire un kiff un week-end, et que tu t'es fait une sortie de buggy, que tu arrives complètement rempli de boue dans l'hôtel, et que tout le monde te regarde, ça te crée les meilleurs souvenirs, ça crée de la convivialité, ça passe partout, c'est inarrêtable. Enfin, ouais, un buggy. Un buggy. Ah ouais. Trop cool. Et en plus, tu peux emmener les copains. C'est trop bien. C'est vrai que c'était kiffant. On en a fait là, ici en Guadeloupe. Ah, bah oui. Ouais, c'était génial. Bah, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as senti que ta vie devait prendre un tournant? Hmm. Alors, je pourrais pas dire que c'est un moment précis. Ça a été, tu sais, il y a une phrase qui dit des fois, il vaut mieux une bonne brûlure que se consumer doucement de l'intérieur. Moi, j'étais plus à me consumer doucement de l'intérieur. Même si le décès des parents a été une bonne brûlure, c'est pas pour ça que c'était une prise de conscience instantanée, tu vois. Mhm. Et ouais, ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire presque un an. Mhm. En fait, tu sais, t'as cette image qui dit quand t'es dans la piscine, tu sais, entre deux eaux, bah, tant que tu continues à patauger, bah, t'es entre deux eaux, t'as du mal à remonter à la surface, tu paniques, tu fatigues et tout. Alors que si tu te laisses couler au fond, bah, il y a un moment, tu peux prendre appui et remonter beaucoup plus vite. J'adore cette image parce que c'est très représentatif de ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, je bouffais tellement de tous les côtés, entre le décès de mes parents, ça allait plus dans le boulot, je faisais 25 kilos de plus, je m'aimais pas, enfin, ça allait tellement mal partout Mhm. qu'il y a eu un moment, bah, j'ai touché le fond, tu vois, et je pouvais que remonter parce que l'autre issue que j'avais, elle me plaisait pas du tout. Tu vois, il y en a qui vont parler d'idées noires, ouais, il y a un moment où tu te poses des questions, dire, en fait, mais je sers à quoi? Elle sert à quoi ma vie là? En vrai, t'as l'impression que ça part en live dans tous les sens, et tu dis bon, en fait, bon bah là, il y a un moment, t'as que deux issues en fait. Mhm. Donc la prise de conscience, elle a été voilà, de plus en plus, mais je pense qu'il y a eu un moment où vraiment, je me suis dit, euh, s'il y avait un instant quand même, c'est un moment où j'ai vu ma femme péter un plomb après moi. Parce que j'étais dur à cette époque-là, tu vois, je m'étais transformé un peu en gros con. Et je l'ai vu péter un plomb comme je l'avais jamais vu péter un plomb. Alors, et je me suis dit, bon, là, il y a un moment, là, va peut-être falloir quand même commencer à C'était réfléchir. la Parce goutte que, de trop, en ouais, fait. ouais. Ah ouais. Ok. Et ça, c'était le déclic où après, tu as initié les Encore une fois, choses. ça n'a pas été instantané sur le moment de la dispute ou quoi. Mais en reméditant dessus, en Ouais. revenant sur l'événement et tout, je me suis dit, putain, là, mon gars, t'as poussé un bouchon un peu trop loin. Et là, t'es en train de te transformer en un mec que t'aimes pas.
Et à partir de là, tu as mis en place des choses pour Alors évoluer? moi, j'ai rien mis en place au début. C'est elle qui m'a tiré chez. À l'époque, c'était une psy de couple parce qu'à l'époque, là où ça allait vraiment le plus mal, c'était le couple. Enfin, du moins où c'était le plus représentatif. Mmh. Et elle m'a tiré sur. Elle m'a dit, écoute, je te préviens, j'ai pris rendez-vous chez une psy de couple qu'on m'a recommandée. Alors, elle était psy, coach. Enfin, voilà, elle avait plusieurs casquettes. Mais elle m'a dit, j'ai pris rendez-vous. Tu viens pas, tu fais ce que tu veux. Mais sache que si tu viens pas, ça- c'est over. OK. Donc moi au début j'étais en mode ouais rien à foutre, qu'est-ce qu'elle va me dire une psy, je sais déjà, tu vois le bolos par excellence. Et puis bon j'y suis allé quand même et j'ai bien fait parce que j'ai mangé ma race pendant le rendez-vous mais ça a été le début de quelque chose. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette transition entre, ta vie d'avant en métropole et maintenant en Guadeloupe? Parce qu'en fait, tu es arrivé là avec ta famille, tes Ouais. 2 enfants. Vous avez comme tout plaqué en métropole, il y a quelques mois là Ouais. et vous êtes venus vous installer en Guadeloupe. Ouais. Alors il y a un petit côté, on va dire, entre guillemets «facile» parce qu'il y a quand même des membres de la famille de Kat, ta femme, Exact. qui habite en Guadeloupe. Ouais. Tu étais déjà aussi venu plusieurs fois, bien avant, pour, découvrir l'île. Donc c'est pas un milieu qui t'est inconnu, mais vous avez quand même tout plaqué pour venir vous installer, vivre en Guadeloupe. Et est-ce que tu peux me dire ce qui t'a le plus surpris dans cette transition de vie entre, métropole, Guadeloupe? Je vais botter un peu en touche sur la question, mais je te dirais que ce qui m'a le plus surpris, ça revient un peu à ce qui s'était passé quand j'ai quitté mon taf, quand on a sauté de la grue, quand Ouais. tout ça. C'est le décalage entre les films qu'on se fait de comment ça va se passer et comment ça se passe réellement. Tu vois, souvent, à chaque fois que tu as une transition dans ta vie ou à chaque fois que tu as quelque chose que tu as envie d'entreprendre, Mmh. tu te fais un film catastrophe. Il pourrait se passer ci, ça va être compliqué, ça va être dur. Et en fait, en général, si tu prépares un petit peu, ça reste assez fluide. Ce qui m'a surpris aussi, c'est à quel point ça s'aligne. En général, quand la décision elle est au bon endroit, c'est assez ouf comment il y a plein de choses qui s'alignent. C'est fluide. Ah ouais, c'est fluide. Des trucs, même des situations qui pouvaient être bloquées depuis des années sur que ce soit économique ou logistique ou quoi, sur certains trucs. Tu dis, putain, des trucs qui se débloquent. Tu dis, mais c'est hallucinant. Il y a un coup de pouce là, tu vois. Mmh. Maintenant, plus sur le côté déménagement, changement d'atmosphère ou quoi, il n'y a pas vraiment grand chose qui change parce qu'on reste en France, tu vois. Il y a juste un peu plus de moustiques, et comme tu as pu le voir. Mais non, là, moi, personnellement, où ça m'a vraiment le plus impacté, c'est dingue je sais plus avec qui on a parlé de ça l'autre jour. Ah, avec Romain Clamaron, qui, pareil, a déménagé dans le sud, lui. Et on s'est dit, c'est vraiment dingue de voir à quel point c'est hyper important de se lever dans un endroit où tu te sens bien. C'est vraiment, en fait, on peut faire tout le dev perso qu'on veut, on peut faire tout le travail sur soi, on peut faire toutes les actions qu'on veut. Si quand tu rentres le soir ou que tu te lèves le matin, tu es dans un endroit où tu te plais pas tant que Mmh. ça, ben en fait, ça annule quand même beaucoup de choses. Et ça vient foutre un sacré bordel. Alors que ça a tellement pas de prix quand tu te lèves dans un endroit qui te fait waouh, toi, qui te fait kiffer. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu vois, ça n'a pas besoin d'être waouh. Là, nous, c'était la Guadeloupe parce que moi, je suis amoureux de la Guadeloupe, j'adore, je viens régulièrement. Mais j'avais la même chose pendant un moment en Espagne. Il y a des endroits de la France aussi où ça fait ça, tu vois. Romain, lui, ça a été le sud de la France. Le plus gros changement, ça a été quand tu te lèves le matin et que tu te dis putain, mais ouais, quelle chance on a d'être là, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Donc pour résumer, en fait, quand il y a un gros changement dans ta vie, enfin quand tu veux l'initier, Ouais. tu as l'idée, tu te fais une montagne de faux problèmes. Par contre, quand tu prends la décision et que ça doit se faire, tout s'aligne et devient fluide, donc ça devient plus facile que ce que tu avais prévu. Donc ça, c'est sûr. Tout ça pour que l'endroit où tu te lèves le matin te fasse kiffer ta vie et ta journée. C'est fortement résumé, mais oui, les grosses lignes, c'est ça. Ouais. La Guadeloupe, elle est souvent perçue comme un paradis. Qu'est-ce que pour toi les gens peuvent ignorer sur la Guadeloupe? Alors, en fait, elle est très extrême, la Guadeloupe. Elle va être perçue soit comme un paradis, soit comme un enfer, hein. On a un peu les deux, parce qu'on a la sargasse entre le chikungunya, la dengue et tout. Enfin, Les coupures d'eau, les les coupures coupures d'eau, les coupures d'électricité. d'électricité. Enfin, il y a un peu tout. Euh, la pollution aussi, les bouchons. Enfin, tu vois, il y a un peu tout, en fait. Il y a deux choses. Moi, ce que j'ai ressenti à l'intérieur, c'est putain, je me sentais chez moi ici. C'était un truc de fou. J'avais l'impression de me dire, c'est quoi, c'est dans une autre vie où j'étais là ou quoi, mais c'était un truc de fou. Il y a des lieux comme ça, tu vois. Et après, ce que j'ai ressenti plus d'un point de vue découverte, tu vois, c'est vraiment la diversité ici. En fait, tu vois, la Guadeloupe, on la voit comme une seule île, mais c'est vrai que, alors déjà, c'est un archipel. Mhm. Et
la Guadeloupe elle-même, qui est en forme de papillon, c'est 2 îles, c'est séparé par une rivière, comme je t'ai montré, tu vois. Mm. C'est 2 îles et qui sont vraiment différentes. T'as la Grande Terre qui est plus calcaire, plage, tu vois. Et la Basse Terre, qui est là où il y a le volcan, où il y a le parc naturel des Mamelles, tu vois, qui est vraiment très sauvage. D'ailleurs, à droite, tu es plus sur les plages de sable blanc, à gauche, des plages de sable noir. À gauche, tu vas être plus sur des cascades, la nature, à droite, tu vois, des plages. Il y a une diversité de paysages qui est complètement fou, quoi. Ici, c'est vraiment incroyable. Tu peux te faire 63 voyages sur une même île, quoi. C'est complètement fou. Et même, tu vois, au sein des habitations, des constructions, c'est vraiment très. C'est pas cosmopolite, mais très coloré, tu vois. Il y a vraiment une nuance de choses à voir. Et on dit qu'il faudrait une vie pour découvrir la Guadeloupe, mais c'est vrai, quoi. C'est hallucinant. Et les gens, les locaux, Mhm. ils sont accueillants, ils sont comment? Je te dirais, ils sont un peu comme partout. Maintenant, il y a plein de clichés aussi là-dessus. Alors, on va te dire que est-ce que la question qu'on me pose souvent, c'est vrai qu'ils sont racistes. Il y a du racisme comme partout. En fait, comme en France. Ça a vraiment évolué, moi, je trouve. Par rapport aux premières années où je venais, où quand j'étais avec Kat, il y avait certains quartiers, je me suis craché dessus. Kat, on se faisait insulter et tout. Enfin, c'était assez hallucinant. C'était une autre période, hein. C'est chaud. Ah ouais, c'était assez intéressant, on va dire. Et ça a quand même vachement évolué. Je te dirais pas que. En même temps, il faut dire que tu as un peu l'accent local quand tu parles des fois. Ah Alors, bon? ça Je passe un sais peu pas, je mieux. m'en rends pas compte. Mais à côté de ça, voilà, en fait, je te dirais que c'est comme partout, et comme partout où il y a des gens qui aiment leur île et qui sont un peu chauvins. Si tu arrives, comme beaucoup de gens, en mode grande gueule, et moi je vais t'expliquer, enfin, tu vois, un peu limite colonialiste, et puis les Antillais, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ah bah c'est sûr que tu vas pas te faire bien Mm. accueillir, et ça va pas super bien se passer. Maintenant, si tu comprends les codes ici, si tu comprends les gens, tu t'intéresses aux gens aussi, tu t'intéresses un peu à l'histoire, parce qu'ils ont quand même un passé assez chargé, lourd. Alors, il y en a qui sont bloqués dedans et qui mériteraient de se lâcher un peu la grappe là-dessus. De faire une Mais immersion avec Julien. j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, t'as des gens qui ont un cœur énorme, qui sont formidables. Comme je te disais hier, regarde, crève sur la route, tu vas voir, t'as 5 personnes qui vont s'arrêter pour t'aider. T'as vu quand on faisait les tournages, Ouais. t'as les gens, ça va, il y a un problème et tout, tu vois. Donc il y a un curseur entre le voyeurisme et j'ai vraiment envie de t'aider quand même, quoi, tu vois. Mais ça fait partie du jeu. Moi, j'adore cette ambiance-là, quoi. Dans les moments difficiles que tu as eu dans ta vie, c'est quoi qui t'aide à garder le cap? Pour la première réponse qui vient, c'est l'entourage. Je te dirais bien les outils que j'ai, parce que j'en ai plein et que je suis très bon là-dessus, mais souvent on est notre meilleur client. Et puis moi j'ai besoin des autres. Enfin, clairement, autant j'ai mes moments de solitude et j'adore ça, autant quand je vais pas bien, j'avais vraiment du mal à demander de l'aide avant. C'était très compliqué, hein, mais quand je suis compliqué, ça me prenait aux tripes, je pouvais en pleurer. Vraiment, moi dans ma famille, tu vois, j'ai grandi dans un milieu, ouais, faut être fort, on demande pas d'aide, on se débrouille tout seul, comme ça t'as pas de merci à dire. Cette putain de phrase, qu'est-ce que je l'ai entendue? Démerde-toi, comme ça t'auras pas de merci à dire. Ah ouais. Alors qu'en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que tu gagnes un temps fou, tu crées une aventure humaine, mais Et les personnes qui t'aiment adorent et aiment t'aider. oui. Alors encore une fois, faut faire attention à qui tu demandes de l'aide aussi. Oui. Parce que les conseilleurs sont pas les payeurs, hein. Tu as des gens qui vont te donner des mauvais conseils aussi. C'est à toi d'apprendre aussi à garder un peu ta souveraineté Ouais. là-dessus et même, tu sais, je dis souvent, même les plus grands mentors disent des conneries, fais gaffe. Mais c'est vrai, tu vois, il y a un moment, c'est parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un qui va te donner la bonne solution. Mais déjà, juste le fait d'avoir la démarche de demander de l'aide. Et puis des fois, c'est quoi? Juste de même pas en parler, mais on va boire un coup, on prend le canoë, on part en mer et on se lâche la grappe. Souvent, ça suffit, quoi. Mm. Changer d'énergie. Mais pour moi, c'est l'entourage. Une question qui je pense, tout le monde se la pose à un moment dans sa vie. Pour toi, c'est quoi ta vision de la réussite et du bonheur? Alors, une question moi, qu'on me pose en interview ou quoi, c'est ouais, c'est comment on fait pour être heureux, quoi. Et souvent, ce que je réponds, c'est qu'il y a autant de définitions de réussite et de bonheur que d'individus. Chacun a sa propre Et définition. toi, c'est quoi ta définition? Alors, ça passe par quand même beaucoup de simplicité, parce que souvent, souvent quand on n'est pas heureux, Mmh. c'est on est bloqué à un endroit où on se compare par rapport à une vision de ce que ce serait pour nous d'être heureux, tu vois. Il me manque ça dans ma vie, j'ai besoin de ça, tu vois. Et on va pas voir où on l'a déjà.
Donc, pour moi, ça passe par beaucoup de simplicité. C'est ce que j'aime en Guadeloupe, d'ailleurs. Tu vois, d'avoir vraiment lâché. Alors, je déconne avec le buggy, mais tu vois, d'avoir énormément lâché le matériel. Mmh. Tu as vu, on a fait du jardinage, on a revenir à des trucs super simples. Mais pour moi, et pour avoir eu l'épisode de maladie, là, il y a un peu plus d'un an, déjà, si tu as la santé, je te dirais que tu C'est as 99% de ton bonheur, déjà, hein. Si tu as la santé, tu peux être heureux. Si t'es pas heureux, c'est que ça se passe ici. Ça se passe pas autour. Et si tu as la santé, et je connais, on en connaît d'ailleurs ensemble, hein, mais des gens qui n'ont pas la santé et qui arrivent à être les plus heureux du monde. Donc, je pense que si on a envie d'être heureux, on peut s'en donner les moyens. Mmh. Je dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Est-ce que, justement, un des outils pour accéder au bonheur, moi, je pense que ce serait faire preuve de résilience. Tu vois, tu parles des gens qui sont malades. Moi, j'ai une personne très proche de moi qui est malade. Pour moi, elle incarne la résilience parce que des fois, ça va être dur, des fois, c'est compliqué, mais t'acceptes, t'avances et tu fais avec. Mmh. Et j'ai remarqué qu'ici, les locaux avec, les ouragans, les cyclones, les tempêtes et tout, et le passé aussi, je pense que les Guadeloupéens, ils incarnent aussi ce mot résilience. Est-ce Mmh. que pour toi, faire preuve de résilience peut être déjà une grosse porte ouverte vers le bonheur? Oui, et Non, parce qu'il faut toujours un équilibre. exactement. Il faut toujours une équipe, parce que l'inverse de la résilience, c'est d'être. Enfin, le problème, c'est d'être trop résilient aussi, tu vois. Tu dis, tiens, tu donnes le cas des Guadeloupéens. Bah, effectivement, c'est vrai qu'ils vont avoir cette résilience. Ça, c'est incroyable. Moi, Mmh. j'adore cette énergie-là. Mais le problème, des fois, d'être trop résilient, c'est que bah, tu t'autorises pas à être triste, à être en colère, à être faible. Tu vois, la résilience, elle est hyper importante. Par contre, tu sais, on en parle souvent, mais l'inverse aussi. Je veux dire, les gens, il y a plein de gens qui, comme moi, hein, vont pas s'autoriser à être tristes, vont pas s'autoriser à être en colère, vont pas s'autoriser à se plaindre. Et en fait, bah, ça devient des espèces de cocottes minutes Mmh. émotionnelles. Et bah, ah ouais, tu les vois, ils sont résilients, mais le jour où ça explose, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les milieux un peu énergétiques, spirituels ou quoi, tu vois, les grands maîtres, et ben en fait, il y a des fois, si tu regardes les études, il y a des. T'as des taux de cancer super élevés chez ces personnes-là, des fois. Tu te dis, mais attends, le mec, je comprends pas. Il a une vie super saine. C'est un ayatollah, il est zen. Bah ouais, mais en fait, bah, l'ayatollah, ça aurait été bien que de temps en temps, il Il lâche. s'autorise à péter un plomb, Ouais, à pleurer, à crier, à taper, tu vois. Parce que bah, à l'intérieur, en fait, ça bouillonne. Donc la résilience est top. Il en faut. Et il faut aussi faut un bon équilibre. Ah ouais. Donc en gros, si je comprends bien, et pour les personnes qui écoutent, ce serait de laisser parler les émotions, Ah ouais. toujours avec un certain équilibre, et faire preuve de résilience, et des fois non, en fait. Des fois, il faut se lâcher la grappe, hein. Des fois, tu te fous avec ton paquet de M&M's devant la télé, devant une série Netflix, à pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu dis, allez, vas-y, je me laisse 2 heures, Et puis après, et puis après on reprendra. ouais. Mais je pense que c'est important de s'autoriser à. Encore une fois, les émotions, elles sont pas là pour nous emmerder, quoi. Et la grande question, Julien, Ah, c'est quoi pour toi le développement personnel? ah Parce que c'est le cœur de ton activité. oui. Il y a, il y a des charlatans sur Internet qui promettent énormément de choses et qu'au final, c'est creux. Pour toi, Julien, c'est quoi le développement personnel? Alors, ma théorie, enfin, Mmh. ce que j'en pense, c'est que le développement personnel, on est dedans depuis qu'on est né, en fait. Parce Mmh. qu'en fait, si on reprend les mots, déjà, le développement personnel, tu C'est vois, personnel. bah oui, c'est personnel, et puis c'est un développement. Enfin, je pense qu'à chaque seconde, tu vois, je pense que déjà, entre ce matin et maintenant, on s'est développé personnellement, tu vois. Maintenant, ça a été très vulgarisé pour parler de transition, parler de chemin de vie, de mission de vie aussi, tu vois. Mmh. C'était assez vulgarisé. Pour moi, quand on va vraiment parler de développement personnel tel qu'on l'entend, c'est que je parlerai de niveau de conscience. C'est de dire, tiens, il y a un moment, je rentre dans une phase de ma vie où là, j'ai envie de grandir plus vite, j'ai envie d'apprendre plus vite, j'ai envie de changer plus vite. Et dans cette phase-là, donc c'est ce qu'on va appeler souvent, tiens, bah là, je fais du développement personnel, je me suis mis au développement personnel. Mais en fait, t'en faisais déjà avant. C'est juste que dans cette phase-là, bah, tu t'es mis en pleine conscience de le faire, en mesurant, en regardant, en checkant, tu vois, en analysant. Donc, je sais que c'est très vulgarisé le développement personnel, de dire voilà, il faut se mettre au développement personnel. Moi, je pense que tout le monde y est tout le temps, en fait. Et c'est juste il y a des phases où on a plus de conscience dessus. Et l'inverse, encore une fois, c'est que bah, il y a un moment, faut se lâcher la grappe avec le développement personnel ou avec ses phases de conscience. Je connais des gens, ça fait 40 ans,
qui sont en train de grandir, s'analyser, se poser des questions sur cela. Par contre, concrètement, ils n'ont pas construit grand-chose, quoi, tu vois. Donc, c'est bien. Ah, c'est sûr que dès que tu parles avec eux, oui, ils ont des niveaux de conscience très élevés. OK, mais en fait, ils sont jamais satisfaits. Ils sont toujours en recherche de quelque chose, tu vois, de quête, de croissance. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a des moments, en fait, c'est bien de rentrer dans ces phases-là. Et il y a des moments, tu sais quoi, on se lâche la grappe, on revient du très pragmatique, les pieds sur terre, et on construit, quoi. Et à un moment, c'est comme si une plante, elle était toujours en train de se remettre en question. Ah là là, mais mes feuilles, putain, comment elles devraient être? Ouais, parce que l'autre à côté, enfin, ouais, c'est bon, lâche la grappe. C'est quoi, prends le soleil, là, kiffe, tiens, je te mets un peu d'eau et pousse. Juste pousse, là, tu vois. En fait, on y revient. C'est toujours une histoire d'équilibre. Mais oui, tu vois, enfin, comment une belle planète comme ça, et là je prends juste la planète, je prends même pas, je veux pas parler de l'univers, je veux parler de... Ouais. Comment une belle planète comme ça, tu te rends compte que le soleil, il est assez loin. Je vais pas dire la distance parce que je l'ai plus en tête. Je sais que la lune c'est 400 000, mais le soleil je sais plus. Mais le soleil, à 0,1% de cette distance, tu vois, plus loin ou plus près, il y aurait pas de vie sur Terre. Ouais. Et on cramerait tous ou on mourrait de froid. Ouais. Donc t'imagines, à cette distance-là, cet équilibre se fait. Après, on prend juste la planète. 6 milliards d'années. Ça fait 6 milliards qu'elle tourne. Et que la vie sur Terre se maintient. Tu crois pas qu'il y a une forme d'équilibre qui se fait? Ouais. Même si on veut croire en rien. Après, on appelle ça comme on veut. Dieu, la nature, l'univers. Enfin, on croit en ce qu'on veut. Mais il y a quand même une forme d'équilibre qui se fait. C'est impossible que tout ça se maintienne sans une forme d'équilibre. Je sais qu'on aimerait enlever les guerres, la maladie, les moustiques et tout. Mais en fait, il y a besoin de tout. Et c'est triste à dire, mais il y a besoin de... En fait, il ne peut pas y avoir la vie sans la mort, il ne peut pas y avoir la joie sans la tristesse. Enfin, il y a besoin de tout, en fait. Et je sais qu'il y a plein de choses qui sont désagréables qu'on aimerait enlever. Mais malheureusement, ça fait partie d'une équation plus complexe qu'on ne maîtrise pas, quoi. Je pense. C'est ma vision de la chose. Beaucoup plus grand que nous. Oui, je pense. Qu'est-ce qui t'anime le plus aujourd'hui dans ton travail de coach ou d'accompagnant? Tu te dis coach, accompagnant, tu te dis quoi déjà? Ça dépend des jours et de la couleur du ciel. Et non, il y a des gens qui vont m'appeler coach, hein, je parlais d'accompagnement, parce qu'en fait, le coaching est un outil et on utilise... Le coaching est un outil et on n'utilise pas que cet outil. Enfin, j'utilise pas que cet outil. Mais oui, très souvent, c'est le mot coach qui revient. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui en tant que coach? Moi, je te dirais, c'est les rencontres que je fais. Le plus, c'est les rencontres que je fais. C'est vraiment... Ce qui est beau dans le coaching, c'est que toi, tu apprends et te développes autant que les gens qui viennent pour toi. À chaque fois, tu as une nouvelle histoire. À chaque fois, il y a un nouveau challenge. Parce que tu vois, une histoire de vie, elle est différente. À chaque fois, nous, on fait des événements en plus sur mesure. Donc, tu vois, à chaque fois, je ne mets pas les mêmes intervenants en fonction des gens qu'on a. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau lieu, une nouvelle aventure humaine. Donc... moi, c'est là où je grandis personnellement. J'aime ce côté aventure humaine. Moi, tu es un ancien ingénieur dans le nucléaire. Non, j'ai encore fait un raccourci. L'industrie en général, parce que j'ai fait quand même une grosse partie dans l'automobile, okay. L'aéronautique et le nucléaire, c'était les 7 dernières années. D'accord. Donc, tu as un profil d'ingénieur. Ouais. Est-ce que ça influence ton coaching aujourd'hui? Totalement. Totalement. Je pense que c'est ce qui me démarque de beaucoup de gens. C'est que... En fait, il y a une personne qui me dit, mais en fait, t'es resté manager, sauf que maintenant, tu manages le bonheur des gens, quoi. Mais en fait, c'est vrai. Je vois que j'utilise un peu la même approche que j'avais sur des projets où tu vois, à plusieurs millions, même certains ont dépassé le milliard. Mais voilà, en termes d'organisationnel, en termes de... Quand on fait de l'analyse de la peur, en gros, c'est de la gestion, de l'analyse de risque qu'on faisait avant, tu vois. On pilote de l'objectif, on va mapper, on va planifier, on va... Donc il y a plein d'outils que j'ai gardés, c'est juste que j'ai changé la forme, mais les réflexes sont là en fait, quoi. Il y a un moment quand on me dit ah oui mais je peux pas faire ça, j'ai peur. Ok, tiens, c'est quoi, on va lever toutes les peurs, tous les risques qu'il pourra avoir, on va mettre un plan d'action en face. Bizarrement la peur elle s'en va, tu vois. Donc et c'est génial, moi je trouve ça marrant. Mais ça j'ai mis du temps à le comprendre au début, tu vois, j'étais un peu en mode ouais c'est une page qui se tourne, j'arrête. Et c'est Laroche, David quand un jour on en avait parlé, qui m'a dit mais tu sais t'as pas fait ce métier là pendant 15 ans si t'as pas nourri en fait. C'est vrai que tu m'as dit comme ça, c'est pas con. Mais, et c'est ce que je vois chez plein de mes clients. C'est en fait, souvent on parle de mission de vie. Tu vois, mission de vie, dans le développement personnel, tu dirais que c'était à un moment, il y a un halo de lumière qui va arriver dans ta vie. Eureka, c'est ça ma mission de vie. Olivier Aleno, que tu connais, que j'adore, m'avait dit un jour, tu trouveras tes missions de vie le jour où tu comprendras que tu vis déjà ta mission. Mais ça représente ça, en fait. C'est qu'à un moment, tu fais pas 15 ans un métier
si tu t'étais pas nourri et que t'étais pas déjà dans ta mission quelque part, quoi. C'est juste qu'à un moment, elle va changer de forme, tu vas changer. Les gens disent, ah, mais non, mais je veux pas repartir de zéro. Mais tu ne repars jamais de zéro. Tu repars d'une expérience, tu repars d'un instant, tu repars avec des nouvelles compétences, tu repars avec des nouveaux défis, mais jamais tu repars de zéro, en fait. Donc, moi, ça m'éclate, ça, ce truc-là. Et je cracherai jamais sur mon passé d'ingénieur. Heureusement qu'il a été là, quoi. Trop cool. D'ailleurs, notre programme s'appelle l'ingénierie du kiff. Il est dans le nom, C'est- dans le slogan. Mais parce que on manage le kiff, hein, déjà, en fait, c'est ce qu'on fait. En tant que coach, tu vois l'évolution de tes clients, si je puis dire, appeler ça des clients, non? Oui, coacher, des coachés. Tu vois leur évolution, Ouais. c'est-à-dire que tu les rencontres à un moment donné à un point A, tu les accompagnes, tu les coaches, et à un moment donné, tu te rends compte qu'elles sont à un point B. Généralement, elles se sont rapprochées de ce qu'elles désiraient ou de ce qu'elles voulaient enlever. Qu'est-ce que tu ressens quand tu accompagnes quelqu'un vers sa transformation et que tu réalises que là, elle y est quasi presque, quoi? Alors, je vais te donner 2 réponses, encore une fois. La première réponse, je te dirais, c'est que j'ai appris aussi à me détacher de ça, me détacher du résultat. Parce que si ton bonheur, enfin mon bonheur ou mon plaisir est dépendant de la réussite ou non du client, ça veut dire que déjà, s'il n'arrive pas, moi, je vais pas aller pas bien ou je vais pas être équilibré. Et puis, c'est son chemin, ça lui appartient. Maintenant, ça, c'est la théorie. En vrai, quand quelqu'un n'y arrive pas aussi bien qu'on voudrait, on va pas le lâcher. C'est un peu ma signature, c'est que quand je mords un mollet, en général, je le lâche pas. Ce qu'on dit, quand je mords le mollet de tes croyances, en général, je vais pas le lâcher. Mais donc, parce que c'est important pour moi. Ça me prend aux tripes. Et donc, forcément, quand on voit quelqu'un concrétiser, réaliser, enfin, quand on les voit, parce que c'est rare que ça arrive pas, c'est même très, 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 très rare. Quand ça arrive, je peux pas dire qu'on n'est pas heureux. Mais j'apprends quand même à rester centré. Encore une fois, c'est David qui m'a vraiment lâché la grappe là-dessus et a appris là-dessus. Parce que sinon, tu passes ta vie à faire des yo-yo émotionnels. Et on n'en a pas besoin. En fait, on a besoin, pour pouvoir aider au mieux les gens, d'être le plus centré possible. Je sais que, tu sais, des fois, sur Internet, les gens se moquent quand on va te parler de coach de coach. Tu vois, alors que ça ne veut rien dire. Tu vois, en fait, c'est pas un métier, coach de coach. C'est juste que entre coach, on va se coacher. On fait ce qu'on appelle de la supervision. Tu vois, par exemple, là, sur l'événement, il y a Agnès qui est là. Tu m'as dit, tiens, c'est quoi son rôle? Elle vient pour les clients, mais elle vient également pour moi. Parce que il y a un moment, on n'est pas des robots, tu vois. Il y a des moments, tu as des histoires de certaines personnes, ça va te toucher. Il y a des moments, on va être fatigué. Et en fait, il y a besoin de rester le plus neutre possible, équilibré, centré, pour être efficace pour les gens. Donc, c'est quand même une règle qu'on essaye de se mettre sur aussi la réussite des objectifs des gens, de se dire, écoute, apprends à rester neutre. Ça veut pas dire que c'était pas joyeux quand même, mais bon, on redescend, on repasse vite à autre chose, parce que sinon, encore une fois, quand l'inverse arrive, tu dégustes, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Ça te fait kiffer de voir la réussite et la transformation des gens, mais c'est pas quelque chose de vital pour que tu continues d'être coach. Alors, disons que j'apprends à pas aller dans l'extrême du kiff, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, je vais pas m'empêcher d'être heureux. Je sais qu'il t'as des philosophies où il faut vraiment rester en mode équilibre. Moi, je sais pas faire, hein. Je suis un hypersensible, je passe par toutes les émotions. Par contre, j'apprends à pas y rester pendant des heures ou des semaines, tu vois. Donc oui, ça me fait kiffer, vraiment. C'est quoi ta plus grande leçon que tu retiens de ta vie jusqu'ici? La numéro 1. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'on peut devenir qui on a envie de devenir. Vraiment, ce que je te disais hier dans la voiture, c'est vraiment, je vois un décalage incroyable entre la personne que je suis aujourd'hui et celle que j'étais il y a 6 ans, par exemple. Et celle que je suis aujourd'hui, tu aurais dit au Julien d'il y a 6 ans, tiens, on sera là en Guadeloupe, interviewé sur un podcast, t'accompagnes des gens, tu fais des vidéos sur Internet, tu fais des conférences, je te crois pas. Je te crois même pas. Ça me paraît vraiment impensable. Donc, tu vois, pendant longtemps, j'ai cherché, tiens, qui je suis vraiment, au plus profond de moi et tout. Et en fait, il y a un moment, j'ai arrêté de chercher qui je suis et j'ai plutôt mis mon focus sur en fait qui j'ai envie d'être. C'est beaucoup plus facile. Quand tu comprends que vraiment le cerveau a une neuroplasticité incroyable, qu'on peut vraiment se transformer, devenir qui on a envie, on peut se reprogrammer, on peut changer sa vision du monde, son système de croyance, quoi.
Bah, c'est beaucoup plus facile que d'être dans une quête perpétuelle de qui je suis profondément ou quoi. Parce qu'en plus, le temps que tu te poses la question, tu as déjà changé. Ouais. Donc, bah, autant te mettre un objectif sur voilà, qui j'ai envie d'être. Elle ressemble à quoi cette personne-là. Et ce qui fait que, bah, en fait, tiens, j'ai tel choix à faire. Voilà. Bah, on revient à un truc très facile, très binaire. Ok, ça m'en rapproche, ça m'en éloigne. Ça m'en rapproche. Bon, bah, j'y vais. Donc, vraiment, pour moi, la plus grande leçon, c'est qu'il y a un moment, on peut changer, on peut évoluer et on peut devenir. Tu vois, la phrase que je pouvais sortir avant bateau de non, mais je suis comme ça. Non, mais je suis comme je suis. Bah, elle est complètement con, cette phrase, quand tu y penses. Bah, t'es comme ça. Bah, change, en fait. Est-ce que Bon. ça te plaît déjà? Bah oui. Et si ça te plaît pas, Bah oui, c'est change. ça. Et, vraiment, c'est quand moi, j'ai toujours été peureux. Bah, écoute, change. Ah, on peut? Bah oui, on peut. Et crois-moi, si moi j'ai réussi, je peux te dire que tu peux. Hein. Si tu devais adresser un message à ceux qui veulent tout plaquer, par exemple les personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast, qui ont l'idée de partir quelque part, mais qui ont peur, qui ne l'ont jamais fait, qu'ils soient seuls, en famille ou n'importe, Ouais. ou quelqu'un qui veut réaliser un rêve qui lui est cher, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ferai une mimosa. C'est-à-dire, Bah, en ferais fait, une mimosa? mais non, mais c'est encore une fois dans le dev perso, il y a cette notion de ah ouais, je plaque tout, je change tout ou quoi, et je fous un gros merdier, je me Ouais. mets dans la merde, non, ils s'en rendent pas compte. Et je sais que tu as plein de coachs et plein d'accompagnements où en fait, ils sont très contents, ça nourrit leur ego, tu vois, de dire ah bah regarde, il a tout plaqué grâce à moi, il a tout fait. Bah ouais, mais en fait, des fois, tout plaquer, c'est la plus grosse connerie que tu vas faire. Peut-être que tu peux juste faire évoluer ton modèle, le changer, le modifier. Tu as envie de partir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez quand on va être sur des coachings un peu plus business. Il y en a plein qui disent ouais, bah en fait, ma boîte, elle me plaît plus et tout. Et donc, tu vas voir certains accompagnements, ils leur font tout plaquer, effectivement. Change ta boîte, casse-la et tout. Mais putain, mais non, t'as un modèle qui marche, mon gars. Non, elle t'éclate plus. Bah, tu sais quoi, on va faire en sorte qu'elle t'éclate. C'est beaucoup plus facile. On va changer. Des fois, c'est juste un millimètre, c'est juste un angle, c'est juste un truc. Mais j'ai vu des situations, des fois, mais complètement incroyables. Une personne où prêt à jarter sa boîte, ses 50 salariés, reprendre un plaisir fou juste parce qu'il y avait une petite tâche dans son quotidien qu'on lui avait enlevé, qu'elle faisait plus. Elle s'en rendait pas compte parce que c'était tellement inconscient. Et de remettre ça rallumait la flamme, elle revenait à 7h le matin pour ses équipes et tout. Vraiment, des fois, il n'y a pas besoin de tout plaquer. Il y a juste besoin de changer, évoluer ou de faire de la place. Et pareil pour, ouais, mon métier, il me fait chier, machin. Bah, en fait, des fois, avant de tout plaquer, sois sûr qu'on peut pas faire évoluer. Des fois, la solution, ça va être de plaquer quelque chose, d'arrêter quelque chose, couper le cordon. Mais il y en a plein, tu sais, où dans le ouais, bah tiens, je plaque ma famille, mon boulot, machin, cela et tout. Ah, et puis bah, en fait, 6 mois plus tard, donc, pendant 6 mois, ils sont dans une espèce de phase d'euphorie. Ah, je renais, je revis et tout, c'est trop bien. Ouais, et puis en fait, tu la vois 6 mois plus tard, bah rebelote. Même plus dur, parce que du coup, Et ils même ont tout plus dur, plaqué. parce qu'en plus, ouais. Mais en vrai, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein, et je parle en connaissance de cause. C'est qu'à un moment, de plaquer le taf. Heureusement, je n'ai pas plaqué la famille. Heureusement, j'ai une femme assez intelligente pour me faire chier là-dessus, sur ce sujet-là. Et pour me rendre compte de l'impact de cet acte-là. Tu vois. Mais ouais, j'en vois plein où putain, ils plaquent tout. Et puis en fait, tu les revois 6 mois après, bah, c'est pire qu'avant. Quoi. Donc, d'où le frein de mimosa. Avant de tout plaquer, viens, on regarde déjà ce qu'on peut changer, ce qu'on peut évoluer, ce qu'on peut juste ajuster, enlever, parce que si ça se trouve, la réponse, elle est là. Aujourd'hui, comment tu te vois encore évoluer? Et déjà, est-ce que tu as envie encore d'évoluer? Bah, alors, envie, je te dirais, de toute façon, je vais pas avoir le choix, on évolue tout le temps. Maintenant, oui, il y a des phases où je me lâche plus la grappe que d'autres. Là, comme il y a eu le déménagement, il y a eu la partie business, là, je suis plus dans une phase... mon dev perso, de manière générale, je me lâche la grappe, un peu de route, ça va bien là, un peu de chill. Par contre, l'évolution va être plus sur la partie pro. Tu vois, de dire tiens en fait qu'est-ce que je change dans ma posture, comment je fais évoluer ma boîte, comment voilà. C'est plus sur cette partie là Ok, ouais, je vois. en ce moment. Comme je te disais hier aussi, je suis plus dans une phase de je me lâche la grappe là, sur les objectifs. Et en fait, mon objectif de vie, là, tu vois, il est d'être heureux. Et vas-y, l'univers, surprends-moi, quoi. Voilà, envoie-moi ce que tu es en train de faire en ce moment, des bonnes rencontres, des bonnes opportunités. Et voilà, voilà. Amusons-nous. Et on verra. Je suis pas, tu vois, je peux pas te dire comment sera ma boîte à la fin de l'année ou l'année prochaine. Il y a des pistes, il y a une vision, il y a des briques, tu vois, parce qu'encore une fois, sinon, si tu pilotes rien, bah, il se passe rien. Mais je laisse une grosse place quand même à un peu de magie, là. Est-ce que Julien Ridouard, il a un message qu'il voudrait transmettre au monde entier?
Au monde entier, carrément. Ouais, je reprendrai celui qu'on a mis dans le livre, mais qui est la vie est simple et pas facile. Si t'as envie de changer quelque chose, t'es pas heureux, change quelque chose. Souvent, les gens me disent, bah, Ça a l'air tellement simple quand bah tu oui, dis comme ça, mais. c'est simple, mais pas facile. Ouais. Effectivement. T'es heureux? Si oui, change rien, continue. Ça va pas trop? Bah, change quelque chose. Ah ouais, mais ça se fait pas comme ça. Je te le confirme. Ça se fait pas comme ça, c'est pas facile. Maintenant, est-ce que tu as envie d'être heureux ou continuer à te plaindre? Comme le soleil, 0,1%. Ah, mais. Et des fois, Il y a du changement. Et des fois, le c'est pas facile, il est plus facile que tu crois. Par contre, bah, peut-être que tu n'as pas les compétences pour voir comment le changer facilement. Sinon, on n'existerait pas. On ne ferait pas ce qu'on fait. Alors, avant de créer Trace ta route, là, Ouais. tu étais mon client. Oui, j'ai eu un doute, mais oui. Parce que j'ai Oui. ma boîte de production. Je venais pour t'accompagner sur la prise de vue, sur raconter tes immersions. Ouais. Et là, je vois qu'il y a un gros gap. Parce qu'avant, c'était château, luxe. Ouais. Tu faisais ramener une grue de combien de mètres? Alors, elle 30 faisait mètres 100 tonnes et 40. Enfin, elle était plus grosse que ça, mais la plateforme était à 40 mètres. Ouais, 13 40 étages. mètres pour que les gens ils débloquent leur peur et qu'ils Ouais. sautent dans le vide en élastique. Ouais. Il y a vraiment ce côté luxe, château et tout, Ouais. qui aujourd'hui, dans tes immersions, je veux pas dire que c'est moins bien. Par contre, je C'est veux plus dire simple. que c'est plus simple. Pourquoi ce changement et pourquoi cette décision Ouais. en fait? Alors, déjà, on a fait évoluer un peu aussi les valeurs de la boîte, tu vois. Et une des valeurs hautes de la boîte, c'est la simplicité exigeante. Donc, c'est-à-dire, on fait du simple, mais ça veut pas dire du simple ne veut pas dire pas bien, tu vois. Et alors, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai commencé à avoir des retours de. Tu sais, on parle souvent dans le business d'avatar, client idéal ou quoi. Et dans les clients idéaux, que ceux avec qui je prends le plus de plaisir. Alors, je prends du plaisir avec tout ça, mais on va pas se mentir, t'en as avec qui tu prends plus de plaisir. Et commencer à me dire, tu sais, mais Jules, on n'a pas besoin du château. Hein. Enfin, le château, on se le paye quand on a envie, tu vois. Et si on veut se faire un week-end en château, c'est pas ce qu'on vient chercher chez toi. Toi, c'est ce qu'on aime, c'est ce côté justement très simple, barbecue, improvisé, la bande de potes et tout. Et le deuxième point, c'est que je me suis rendu compte que quand je mettais du luxe, le château, tu vois, ou la villa très luxueuse ou quoi, et j'attirais des gens qui fantasment ça. Tu vois, qui fantasment qui ont un peu une relation déséquilibrée par rapport à l'argent et qui fantasment ce côté luxueux. Alors que quand je mettais un truc très simple, j'attirais des gens qui étaient un peu plus équilibrés sur l'argent et des fois qui c'est le paradoxe du truc, mais avaient pas mal d'argent, mais justement en fait quand t'as eu pas mal d'argent ou quand t'as travaillé ta relation à l'argent, en général tu te rends compte que c'est pas le matériel qui te fait qui va t'apporter le bonheur, quoi. C'est plus c'est plein de choses, c'est l'aventure humaine, c'est les constructions, c'est ces moments de, comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé avec un buggy rempli de boue dans un hôtel, tu vois. Donc en revenant à des trucs très simples mais quand même exigeants, tu vois, chacun sa chambre, tu vois, il y a un contexte, il y a maintenant t'as Sabrina en plus qui fait cet aspect conciergerie et qui prend soin de tout le monde aussi, tu vois. On attire des profils plus équilibrés sur l'argent. En fait, non pas que j'aime pas travailler les croyances sur l'argent ou quoi, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Et puis c'est pas là où j'ai envie d'aller mettre mon énergie. Tu vois, il y a des gens qui sont très très bons là-dessus, d'ailleurs qui sont déjà intervenus ici ou à qui on recommande des fois. Je préfère 1000 fois travailler avec des gens qui, par exemple, qui ont déjà une notoriété, qui ont déjà de l'argent, cela, mais en fait qui concourent après ce fantasme et qui se rendent compte que merde, j'ai tout ça, mais je suis pas heureux. On leur remonte que, tu vois, par de la simplicité ou par que le kiff, il est accessible partout et qu'il n'y avait pas forcément besoin des 100 000 followers et pas besoin forcément d'avoir 7 millions sur son compte bancaire pour être heureux, tu vois. Donc, moi, je prends plus plaisir avec ces gens-là, tu vois. D'après toi, c'est quoi la plus grande illusion que les gens se font sur un changement de vie? J'appellerais ça le fantasme du couple, là. Tu sais, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, elle est parfaite. Elle sent bon. Elle finit mes phrases. Elle est incroyable. Tu vois, elle a aucun défaut. C'est la femme de ma vie. En fait, cette phase-là, on va la retrouver sur les phases de projet. C'est là. Putain, quand j'aurai eu ça, le monde sera parfait. Je serai enfin moi-même. Il n'y aura plus de problème. Tu vois, on oublie que, si, il y aura d'autres inconvénients. Ils vont juste changer de forme et il y aura toujours cet équilibre. C'est comme si j'étais venu en Guadeloupe en me disant, plus de problème. Quand t'arrives, que tu te tapes 5 jours sans eau, que nous on a mis 5 mois à trouver notre maison, tu vois, en fait, que t'as les coupures d'électricité. Au début, on n'avait pas internet pour des gens qui font du contenu, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres inconvénients, tu vois.
En fait, pour moi, la plus grande désillusion que les gens peuvent avoir, c'est d'oublier les inconvénients qu'il y a. Et c'est pour ça que je te parlais d'analyse de risque tout à l'heure, mais c'est un truc qu'on travaille tout le temps sur un projet avec les gens ou sur un changement de vie. C'est OK, ça va être quoi les inconvénients? Parce que t'en auras. Non, il y en aura. Si. T'en auras. T'en auras. Et tu sais quoi? On va aller les voir. Oh non, je veux pas. Si. On va aller les voir. Parce que en allant voir les inconvénients, déjà, on va voir si c'est le bon endroit pour toi. Parce que si t'es pas prêt à aller voir ces inconvénients-là, c'est que probablement, c'est que c'est pas la bonne direction. Parce que la bonne direction, ça va être celle où tu es prêt à embrasser les inconvénients. Moi, je savais en venant ici qu'on allait avoir des coupures d'eau, qu'on allait galérer à se loger, qu'il y allait avoir gérer les enfants à gérer, que moi, j'habitais à 100 mètres de l'école et du collège avant. Donc, mes enfants y allaient tout seuls. Là, je savais que c'est con, mais il fallait 20 minutes pour l'un, 20 minutes pour l'autre. Ça fait déjà 40 minutes pour chacun, tu vois, et pareil le soir. Ça modifie un peu tes emplois du temps, ça modifie tes rendez-vous, tu vois. Donc, si tu anticipes pas ces inconvénients-là, tu vas l'avoir ta désillusion. Donc, pour moi, le plus grand mensonge que les gens se font, c'est de se dire, la bonne direction, ça va être que du kiff. C'est ce qu'on dit dans le livre, hein, d'ailleurs. Attention, la vie, c'est pas que du kiff. Ça ne sera jamais que du kiff. Maintenant, la bonne direction, c'est là où les inconvénients que tu vas avoir, tu es prêt à les avoir. Comme les gens qui veulent créer du contenu sur Internet. On le voit souvent. Je vais créer du contenu sur Internet. Bah oui, puis à la 6e vidéo, ils arrêtent. Parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas anticipées. Les haters, la fatigue, le fait au début t'as pas le bon matos, donc t'as pas forcément une pièce dédiée. Le logiciel de montage. Le logiciel de montage, mais t'as pas forcément une pièce dédiée, donc tu vas falloir installer, désinstaller, et ça va être saoulant, et ça va te prendre la tête, et ça va te fatiguer. Et oui, les premières vidéos, t'es dans le kiff total, tu le fais. Et puis en fait, quand t'es à la 10e, t'arrêtes. Et ça, il y en a plein qui arrêtent au bout de la 10e. C'est comme quand tu pars en voyage, en fait, avant de partir en voyage, t'anticipes, tu regardes, tu traces ta route sur la carte, t'anticipes et puis tu prends aussi le bon véhicule pour aller au bon endroit. Donc, quand tu as un changement de vie, je pense qu'il faut aussi que tu aies les bons outils ou tout du moins que tu ailles chercher les bons outils, que tu anticipes un peu ce qui va se passer sans faire une montagne de problèmes. Ouais. Parce qu'au final, ça se trouve, tu auras anticipé des choses que tu n'auras pas. Donc, c'est comme partir en voyage. Tu te prépares un minimum, tu prends le bon matos, et puis après, on verra ce qui se passera. L'objectif, c'est d'aller à ce point-là, mais sur ton chemin, tu peux avoir X obstacles, et tu peux pas tout, et en même temps, c'est ce qui fait la beauté du voyage. Mais bien sûr. Mais j'aime beaucoup cette image de l'outil. T'es venu chez moi, t'as vu, je me suis fait un atelier. Moi, j'adore bricoler. Et en fait, c'est vrai que alors c'est très familial, mais chez moi, tu sais, faut utiliser le bon outil. Et puis c'est agréable. C'est vrai que c'est plus agréable de travailler avec le bon outil. Puis tu gagnes un temps fou, tu donnes un meilleur résultat. Et pour moi, c'est la même chose dans le coaching, dans le dev perso, tu vois, en fait, dans tout ce qu'on fait. C'est qu'il y a un moment, quand tu as les bons outils, ça va mieux. Tu vois, on disait tout à l'heure, oui, mais peut-être t'as pas les compétences pour voir comment ajuster facilement, ce qu'on peut faire ou quoi, mais parce que nous, on les a, ces outils. Et d'ailleurs, l'argent est un outil très important. On parlait du fantasme de l'argent, mais en fait, combien de fois les gens disent mais je veux aller là. Ok, comment tu gères ta trésor, comment tu gères tu vois, ton fonds de roulement, non, ça on verra ça là. Non, tu le verras pas après. Et moi, je sais que je suis mauvais là-dessus. Tu vois, j'ai Sab qui m'aide beaucoup dans la boîte là-dessus. Je sais que je suis très mauvais pour anticiper cette partie-là. Et puis, et heureusement qu'elle est là. C'est sa zone de génie. Ah ouais, vraiment. Et toi, tu as ta zone de génie. Ah ouais, moi je sais. Mais tu vois, pour moi, c'est aussi hyper important de se connaître. Et c'est comme les gens qui veulent voir tu vois, nous, on travaille beaucoup sur la zone de génie, les gens. Oui, mais c'est important de connaître ta zone de génie, mais c'est important au même niveau, encore une fois, par l'équipe, de connaître tes zones de fragilité, de faiblesse. Parce que tu vas avoir plusieurs choix. Il y a des moments où tu ne pourras pas y échapper. Donc, ça va être important et même indispensable de comprendre où est-ce que tu es mauvais. Parce que soit il faudra que tu développes cette compétence-là, soit il faudra que tu t'entoures de gens qui l'ont, mais il y a un moment, en fait, tu ne pourras pas y échapper. Tu vois, si tu veux monter une boîte, mais tu es nul sur de la gestion de trésor ou de la planification ou de la comptabilité, il y a un moment, ta boîte, elle ne va pas tenir longtemps. Moi, je sais que je ne suis pas bon là-dessus. Puis, il y a des endroits où j'ai appris à le kiffer un peu plus, notamment grâce à Sab, beaucoup grâce à Sab, mais il y a plein d'endroits, heureusement que c'est elle qui s'en occupe, parce que sinon, la boîte, il y a longtemps qu'elle sera en vrac. Qu'est-ce que tu dirais au Julien d'il y a 10 ans? Donc, il y a 10 ans. Donc là, on est en 2025. 2015. Là, tu as la capacité de retourner en arrière. 2015, je suis bien dans le dur, là. J'ai perdu ma mère et je viens juste de reperdre mon père. J'ai perdu ma mère, mon père. Je viens juste de reperdre mon père, 2015. J'aurais tendance à lui rentrer dans la gueule un peu. En fait, il se plaint. Tu vois.
tout le monde fait chier, tout le monde il est en colère contre tout et tout le monde, il est dans le dur. Hein. Là, c'est toujours les autres, les cons et tout, machin. Et j'aurais tendance à lui dire, vu que tout te fait chier, tu dois être bien rempli de merde, mon gars. Donc c'est à toi de faire le nettoyage à l'intérieur. C'est quand même violent. Lui, Ok. il a besoin d'un coup de pied au cul. Et je pense que, en fait, encore une fois, hein, c'est. Parce que les gens, du moins, la commun des mortels va croire que la violence, c'est pas une bonne chose. Et il y a besoin de la violence dans tous les domaines. Hein. Regardez dans la nature si la nature est pas violente. Hein. Il y a besoin de la violence. Encore une fois, c'est juste il faut qu'elle soit maîtrisée, contrôlée, bien utilisée. Mais heureusement qu'on est un peu violent de temps en temps. Parce que je suis désolé, hein, pour faire bouger des gens, il y a des moments où on a besoin d'une bonne claque. Hein. Alors, pas au sens littéral, mais une claque mentale et un coup de pied au cul ou au cœur, comme on veut, mais il y en a besoin. Et là, Julien, il y a 10 ans, là, en fait, faut arrêter on arrête le blabla. Ouais. Là, c'est comme un enfant à qui tu dis moi, tu sais quoi? Allez, moi, j'en ai marre de t'entendre te plaindre. Bouge, fais quelque chose. Démerde-toi. Moi, je viendrai t'aider si tu veux, mais là, faut que ça vienne de toi d'abord. Et si tu as la capacité d'aller voir celui de le Julien dans 10 ans, donc 2035, Ouais. est-ce que tu sais à quoi il ressemblerait? Ouais, encore une fois, j'ai des pistes. Mais je suis quand même vraiment dans une phase en ce moment où, putain, j'aimerais bien. Au jour le jour. Ouais, Carpe alors diem. pas au jour le jour, hein, mais pas que Carpe Diem quand même, un peu. Au mois Mais par en mois. mode surprends-moi quand même. Par contre, oui, j'aimerais qu'il soit encore plus en mode nomade, qu'il puisse travailler vraiment encore plus partout. J'aimerais qu'il ait plus repris soin de son corps aussi, tu vois. J'avais perdu 25 kilos, j'en ai repris 10 et là, j'aime pas, tu vois. Donc encore une fois, on peut pas attaquer 50 chantiers en même temps, je trouve. Par quoi tu vas commencer demain alors? Aujourd'hui pour cette partie-là, tu veux dire là, j'ai déjà pas mal commencé, tu vois. Je remarche beaucoup, je rapprends aussi à aimer le sport. Nager dans la piscine. Nager, moi. En fait, j'ai appris aussi à me lâcher la grappe sur les formes de sport, tu vois. Souvent, puisque là, tu vois tout le monde avec son sac fitness park, machin, tu vois. Là, le sport, c'est d'aller tous à la salle, c'est d'avoir une discipline, machin, c'est cela. Encore une fois, je pense que le dev perso et la notion Instagrammable a beaucoup ramené cette notion-là. Il n'y a pas que ça pour le sport. Il y a plein d'autres formes de sport. Tu vois, moi, par exemple, je prends le bricolage. Tu vois, quand pendant une demi-heure par jour, des fois, je démonte des palettes, je peux te dire que c'est du sport. C'est, tu sais, reprendre, c'est de la masse, c'est des pieds de biche, et tu vois, je me chope des suées de ouf, je tape dedans, je me défoule. Et en fait, j'y prends 1000 fois plus de plaisir que d'aller m'enfermer dans une salle. Et des fois, juste d'aller marcher aussi 1 heure le matin, ou d'aller nager, tu vois. Je pense qu'il y a, encore une fois, quand on trouve pas notre forme pour faire quelque chose, c'est qu'on n'a pas été chercher d'autres formes plus rigolotes ou qui nous amuseraient plus. Okay, je vois. Là, moi, le bricolage et le coup des palettes, t'as vu, je m'éclate à bricoler des choses, à créer des choses. Vraiment, je peux te dire que je me défoule et je le vois. Tu vois, je me suis fait surpris hier à voir que j'avais perdu 4 kilos. Là, j'avais même pas vu. Tu vois. Si tu devais résumer ton parcours de vie en une seule phrase, ce serait laquelle? Oh, c'est compliqué, ça. Une phrase. En une phrase. Ouais. Compliqué cette question. Hein. Ouais, je sais. C'est la dernière. On a déjà fait 18. Ouais. T'en passes vite quand on s'amuse. T'as vu? Alors, si je devais résumer mon parcours de vie en une seule phrase. J'ai le droit de m'aider de quelque chose. T'as droit à un joker. On a fait un oracle numérique pour. Un oracle numérique? Oui, en fait, tu sais, si l'on kiffe le livre, il y a 24 règles. 23 plus 1. 23 plus 1, exactement. Et en fait, il y a plein de gens qui l'utilisaient en mode oracle. Tu sais, ils prenaient le livre et puis ils tombaient sur une règle pour voir ce que le livre avait à dire aujourd'hui. Quoi. Et effectivement, moi, j'ai commencé à le faire aussi. Puis du coup, on a fait un oracle numérique qui balaye et en fait, t'appuies et ça te fait des règles. Le destin fait toujours bien les choses. Donc en fait, c'est plein de phases qui tournent rapidement. Ah ok, trop bien. Lâche-toi la grappe, je tombe. Tu l'as dit quasi presque, peut-être pas à chaque réponse, mais c'est... Ouais. Pour moi, c'était... Les deux mots qui ressortent, c'est équilibre et lâche-toi la grappe. Mais ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. La vie est simple, mais elle n'est pas forcément facile. Mais en gros, si t'es pas heureux, change un truc. Je pense que ce serait ça. Qui devrais-je interviewer dans le prochain épisode? Baptiste Delallée ou Christophe Bichet, en fonction des dispos. Mais je trouve que ça va très bien avec le thème de Trace ta route. Et ouais, ils ont beaucoup à apporter.
beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris ce temps pour le podcast. Avec plaisir. Ça t'a plu? Ah, grave. Est-ce que ça sort un peu des sentiers battus? Ah ouais, bah c'est le cas de le dire. Ah Eh oui, c'est fait exprès. Trace ta route, premier épisode avec Julien. Vous pouvez retrouver l'épisode de la Guadeloupe sur les 10 jours que j'ai filmé ici. J'en ai ressorti l'essence, la quintessence de ce qu'il a pu dire et des images et de ce qu'on a vécu. Encore une fois, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et on se retrouve sur la route pour un prochain épisode, je ne sais pas où. N'oubliez pas d'où vous venez pour savoir où est-ce que vous allez. À vous de tracer votre route. Ciao. La maladie parfois te force à changer de vie. Traverser l'Atlantique, emmener sa famille, ses doutes, ses questions et une valise pleine d'espoir. C'est exactement ce qu'a fait Julien avec sa femme et leurs 2 enfants. Direction la Guadeloupe. Pas pour fuir, pour choisir. Dans cet épisode, mon compagnon de voyage a vécu des hauts et des bas. Alors Julien nous parle sans filtre, du moment où tout a basculé, de ce oui au changement qui fait peur, des galères qu'on ne voit pas venir, mais aussi des petites victoires qu'on oublie souvent de célébrer.